cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Non seulement les couples se séparent de plus en plus vite, mais il semble bien qu'ils soient de plus en plus dans des conflits récurrents. Et si c'était cette anxiété ambiante qui jouait son rôle dans ces disputes fréquentes? Il faut dire que le stress, l'angoisse du lendemain ne sont guère profitables à l'harmonie conjugale. Alors, comment gérer un partenaire lorsqu'il est trop anxieux? Pourquoi l'anxiété est-elle de plus en plus présente? Eh bien, c'est avec Jean-Benoît Dumontex que nous allons voir tout ça durant ces 2 heures. Et en tout cas, Jean-Benoît Dumontex constate qu'il a de plus en plus de patients très anxieux. Eh bien, on va essayer de retrouver ensemble notre joie de vivre en cette période qui, il faut le dire, est peut-être assez anxiogène. Néanmoins, il y a des solutions simples, comme par exemple profiter un peu plus de l'instant présent, aller se promener dans la nature et bien sûr faire l'amour, parce que quoi de mieux qu'un plaisir partagé pour retrouver le goût à la vie. En tout cas, si vous avez besoin de venir nous confier votre anxiété, si vous avez besoin de conseils pour savoir comment gérer l'anxiété de votre partenaire, eh bien on est là pour vous écouter, parce que tout simplement en parler, eh bien c'est déjà aller un peu mieux. Notre numéro 0826 300 300. Bonjour Jean-Benoît Dumontex. Bonjour Brigitte. Oui, alors il semblerait qu'il y ait à peu près 20-25% de plus d'anxieux depuis le Covid. Depuis le Covid, absolument. Oui, ça a fait flamber quelque chose qui existait déjà quand même. Mais vous expliquez ça comment? La situation Covid quand même a appuyé sur certains boutons, c'est-à-dire qu'on ne savait absolument pas, je parle du début, le premier confinement, les 2 mois là, très très bizarres qu'on a pu passer. Imaginez être déjà un peu anxieux. Du jour au lendemain, on vous dit restez chez vous. Il y a quelque chose de très dangereux dehors. Il faut surtout pas sortir, et il faut surtout pas voir les autres. Il faut plus se rapprocher, etc. Vous allez peut-être mourir. Ça n'aide pas. Et je crois que ça a déclenché en fait beaucoup de choses. Donc il y a eu ce premier effet. Sur des personnes qui avaient quand même ce profil un petit peu, j'imagine. Oui, mais aussi j'ai des personnes qui pouvaient se sentir un peu plus équilibrées et pas spécialement anxieuses, qui ont commencé à développer des choses bizarres. Des attaques de panique, des troubles anxieux. Et on ne parle pas des ados qui eux sont restés cloîtrés, sans pouvoir voir leurs copains, sans avoir de vie sociale pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Toutes les répercussions, j'allais dire académiques, c'est-à-dire le travail, et puis le collège, le lycée, enfin tout était détraqué, donc c'était très compliqué, on ne savait absolument pas où on allait. Oui, un changement de repère brusque comme ça peut développer de l'anxiété. Voilà, et le problème c'est que à la suite du Covid, on ne s'est pas vraiment récupéré. Il y a eu quelque chose qui a été déplacé dans le trouble anxieux chez la plupart des gens, qui n'ont pas réussi à retrouver leur sérénité. Il y a peut-être aussi l'Ukraine qui a empêché de retrouver un équilibre. On a enchaîné, et on enchaîne d'ailleurs. Les soi-disant pannes d'électricité. C'est ça, les restrictions, la planète, et j'en passe. Oui, l'écologie, etc. Et moi je constate, j'ai préparé l'émission évidemment, et tout à l'heure je regardais les gens comme ça en me promenant, et j'ai trouvé qu'il y avait encore quand même pas mal de gens qui portent des masques dans la rue, ce qui laisse à penser que ce sont peut-être des personnes un peu plus anxieuses que la moyenne, non? Alors, soit... ou qui ont des maladies chroniques, c'est ça, bien soit sûr. malades, bon, il peut y avoir effectivement, une motivation physique, et après, effectivement, il peut y avoir des gens qui sont quand même très anxieux, et qui vivent dans la peur, comme ça, dans la phobie, on parlera des phobies, je pense, tout à l'heure aussi, d'attraper le virus, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, ça va, on s'est éloigné quand même des risques là. Oui, il y a d'autres maladies bien sûr, mais c'est vrai que la Covid, on commence à en avoir fait un peu le tour. On recevra dans la 2e heure le docteur Frédéric Fanger, qui est à l'origine d'une bande dessinée sur les anxieux, qui est vraiment très très intéressante, et puis très grand public justement. Mais je voulais vous poser une question. Quelle différence entre l'anxiété et l'angoisse? Très bonne question. Il y a quelque chose d'assez simple en fait, c'est que l'anxiété, on pourrait dire que c'est un bruit de fond, c'est quelque chose qui est toujours là. Qui est très insidieux en fait, qui veut s'immiscer un peu dans toutes les situations, que ça soit social, intime, c'est un état un peu de fébrilité avec cette question-là: qu'est-ce qui va se passer de mal? Quand est-ce que ça va se casser la gueule? Vous voyez, c'est ce truc-là qu'on a tout le temps en soi, où on a l'impression qu'il va nous tomber quelque chose dessus. Comme s'il y avait une épée de Damoclès au-dessus de soi tout le temps. Voilà, et ça c'est tout le temps. Donc ça peut donner des réactions, on le verra tout à l'heure, qui sont assez délétères.
L'angoisse, c'est quelque chose de beaucoup plus circonscrit et qu'on peut ressentir déjà physiquement de manière très brutale. Les crises d'angoisse, si quelqu'un en a fait, il le sait et il sait les repérer après. Hein, on suffoque, on transpire, on peut plus respirer, enfin on peut plus penser, on a l'impression qu'on va mourir. Donc si vous voulez, l'angoisse est beaucoup plus ponctuelle et beaucoup plus visible, beaucoup plus criante que l'anxiété qui va être un peu sournoise tout le temps là dans notre tête. Et autre question, est-ce que le stress provoque de l'anxiété ? Est-ce que c'est quelque chose qui se ressemble, qu'on confond d'ailleurs souvent, ou est-ce que finalement ça n'a rien à voir ? Alors, ça n'a pas à voir forcément dans le sens où le stress, c'est lié à une situation qui nous met en stress. C'est-à-dire, normalement, c'est une réaction saine, on va dire, à une pression extérieure. Donc la réponse, c'est un coup de stress. D'accord. Sauf que les anxieux se mettent peut-être du stress pour rien. Voilà, c'est ça. Les anxieux, le problème, c'est que c'est la poule et l'œuf, on ne sait pas trop, parce que, bon voilà, quand on est anxieux, on est stressé forcément. Enfin, tout nous stresse. Voilà. Oui. Et d'où une surcharge au niveau cardiaque, au niveau mental. Il y a la radio mentale, parasympathique, etc. Absolument, tout à fait. Oui. Donc après, tout prend une proportion tension musculaire, dingue. Enfin, et donc une fatigue supplémentaire, etc. Oui, c'est très très fatigant. Je veux dire, les fins de journée des anxieux, c'est au lit, une tisane et au lit. Hein, c'est très compliqué. Et donc, ils zappent le rapport sexuel qui pourtant détendrait. Eh ben oui, mais ils n'en ont plus la force, croit-il, à ce moment-là. Croit-il. Parce qu'en effet, j'étais en préparant l'émission, je me suis dit oui, il y a des choses, mais sauf que ce que je propose, faire l'amour ou aller se promener dans la nature, les anxieux, ils n'ont pas envie de ça. Non. C'est la poule et l'œuf, encore une fois. Oui. Quand on leur propose, ils n'ont pas envie de ça. Ils n'en ont pas l'énergie, puis ça leur parle pas. Enfin, alors qu'effectivement, vous avez raison, c'est faire l'amour notamment. Enfin, ça dégage au niveau hormonal des hormones, qui font que après, on se sent beaucoup mieux. Il y a quelque chose qui s'est passé dans le corps, mais encore faut-il avoir l'énergie, l'envie, d'avoir un rapport sexuel. Et en amour, ça pose aussi un problème parce que quand dans un couple il y en a un des deux qui est anxieux, ça crée un déséquilibre et c'est plus compliqué d'avoir une relation harmonieuse. Ça c'est sûr, ça fait des dégâts majeurs. Surtout que ce qui se passe en général, c'est que celui qui n'est pas anxieux le devient. Par contamination, parce que vivre avec quelqu'un d'anxieux tout le temps, on finit par développer des choses qui ressemblent beaucoup à l'anxiété. Alors, quand il n'y a qu'un anxieux dans le couple, si on a des armes et qu'on n'est pas anxieux, on peut gérer, on peut dire stop, il y a des choses à faire. Quand on est deux anxieux dans un couple, ça se multiplie. C'est très compliqué. Voilà, et ça peut donner lieu à des scènes et des engueulades, enfin des choses complètement irrationnelles qui ne viennent que de l'anxiété de chacun qui nourrit l'anxiété de l'autre. Donc, oui, mais vous venez de dire le mot irrationnel. L'anxiété, c'est finalement très irrationnel. Ah oui, absolument. Donc, face à quelqu'un d'anxieux, si on n'est pas anxieux, c'est compliqué de le comprendre. Puisque c'est irrationnel. Oui, tout à fait. Et c'est pas en rationalisant qu'on va l'aider à être moins anxieux. Alors, ça fait partie des choses qu'on est censé faire quand même. C'est-à-dire qu'on est censé rationaliser les peurs en disant, on revient au fait, exactement, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est si grave, mais c'est très compliqué à faire. Comme c'est pas rationnel, c'est aussi émotionnel. Donc quelqu'un d'anxieux va monter dans les tours très rapidement, va se mettre à pleurer, va se mettre à hurler, parce que c'est des émotions à fleur de peau. Il va aussi éviter, j'imagine qu'il y a beaucoup d'évitement quand on est anxieux. Par le rejet notamment. En étant désagréable, un peu agressif, dans la défense en fait. Voilà. Et est-ce que c'est bien justement de mettre des mots sur son anxiété, de parler ? Je vais pas vous dire non. Bon, on les invite à nous appeler. On aimerait bien. 0826 300 300, venez nous raconter si vous êtes anxieux, comment ça se traduit chez vous. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons l'anxiété aujourd'hui en compagnie de Jean-Benoît Dumontex, psychanalyste. Vous êtes également spécialiste de l'addiction sexuelle. Je suppose que l'anxiété peut conduire à l'addiction, évidemment. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Évidemment. Bonjour Claire. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Je vais me livrer un petit peu à vous aujourd'hui, comme je l'ai fait dernièrement à des amis très proches. Parce que je suis en grande difficulté, c'est-à-dire que je me renferme totalement sur moi. Je réponds plus au téléphone. Quand les gens me laissent des messages, j'en ai 180. Je viens de regarder sur mon portable. Je vois les gens qui m'appellent. Je n'écoute pas leurs messages. Et pourtant, je suis pas anxieuse. Je pense pas être anxieuse de nature, ni être angoissée. J'ai toujours été de l'avant, optimiste, positive.
en fait un peu dans la réussite aussi. Donc j'ai pas de lieu. Mais là, ce retrait de la vie sociale, hein, en quelque sorte, vous l'attribueriez à quoi si vous n'êtes pas anxieuse? Moi, j'ai toujours été dans des clubs de marche, j'étais en compétition de natation, donc je cherche un petit peu l'excellence et l'extrême. Donc, quand je faisais les choses, je les faisais pas à moitié. Quand je marchais, c'était du 40 km par jour, en partant à 8 heures le matin. Et donc, c'est vrai que tout s'est arrêté il y a quelques années, et j'ai rien repris de tout ça. Et tout s'est arrêté avec le Covid? Oui, c'est vrai. D'accord. Oui. C'est pour ça que ça s'est arrêté, c'est pas autre chose. Pour moi, c'était un véritable enfermement. C'était comme si on m'avait mis dans une cage. Tout mon élan. Oui. Tout mon élan a été coupé et mon élan n'est pas revenu. Et donc, je suis en difficulté parce que plus ça va, c'est de pire en pire. Et heureusement, je me suis retirée à la campagne il y a quelques années. J'ai des animaux, donc ça c'est une grande chance. Et hier j'avais un problème parce que la vie sauvage n'est pas tendre et j'ai un chevreau qui a été emporté par une autre bête, un prédateur. Et donc j'ai une chèvre qui avait du lait. Et donc j'ai appelé une amie que j'avais pas vue depuis 2 ans pour lui demander conseil. Et cette amie, c'était une amie proche que je voyais régulièrement, que je voyais tout le temps. Et depuis 2-3 ans, je savais même pas comment reprendre contact avec elle. Et hier, je l'ai revue comme si c'était bien sûr au premier jour, mais je me suis dit, il y a un vrai problème là. Et je n'ai jamais eu la force de l'appeler. En fait, j'ai perdu tout élan. Et là, vous l'avez appelée parce que vous étiez obligée, hein, c'est bien. J'étais obligée parce que ma chèvre est en difficulté et je ne sais pas quoi faire. Oui, elle avait du lait et je ne sais pas quoi en faire, donc moi je ne sais pas gérer ça. Et je me suis dit, tiens, heureusement encore que j'ai des animaux parce que ça crée un lien social. Parce que là, les clubs ont fermé. Moi, je sortais, j'avais des sorties culturelles, tout s'est arrêté. Et après, c'est difficile de reprendre. Alors, ce qui m'est resté, ce que j'ai développé comme addiction, parce que j'ai développé une véritable addiction qui est très problématique. Je me suis couchée encore à 3 heures du matin parce que je joue sur des jeux. Qui sont magnifiques par ailleurs. Et d'ailleurs, il y a des métiers pour ça. Il y a des développeurs dans les jeux. Et je joue comme les gens dans le train. Je joue sur des jeux sur mon ordinateur. Et je me dis là, rien ne va plus. Là, rien ne va plus. Là, j'ai perdu toute notion de liberté. Moi qui voulais toujours être libre, mon libre arbitre, je décide, j'ai de la volonté, je fais ce que je veux. Et bien là, je ne fais plus ce que je veux. Alors, moi, je pense qu'il faut prendre les choses à l'envers. Je pense que votre suractivité et votre désir de réussite et tout ça, jusqu'à la période Covid, cachait ce que vous êtes en train de vivre maintenant. C'est-à-dire que ça existait déjà, mais que les activités, si vous voulez, cette vie, cette super vie là que vous meniez, c'était une manière de le masquer. C'est vrai. Et donc c'était c'est comme un phénomène de roue, c'est-à-dire qu'une fois que ça roule, on est dedans. Ce qui a été le cas pour pas mal de gens, hein, Claire, voilà. Qui avaient une vie super active, bien réglée, tout était occupé, puis tout d'un coup on se retrouve face au vide et on s'effondre. Voilà, donc là vous avez vécu l'effondrement. Je pense que vous vous sentez quand même très mal, c'est-à-dire que vous vous sentez pas un peu en dépression quand même? Je pense que c'est la dépression. Bon, d'accord. Et vous pensez faire quoi pour cette dépression? Je pense, moi déjà je suis en contact avec la nature, donc c'est une très bonne chose. C'est la seule chose qui me reste. Mais oui, mais Claire, quand on parle de dépression, on parle de maladie, et quand on parle de maladie, on parle de soigner. Hein. Oui, moi j'ai jamais voulu entendre que j'étais malade. C'est pas grave d'être malade. Ce qui est grave, c'est de pas vouloir guérir. Je ne sais pas quoi faire en fait. Les animaux, ils ont besoin de vous. Vous n'allez pas comme ça dépérir et les laisser sans secours, Claire. Non, mais moi j'ai pas l'impression en fait ça parce que là vous avez un regard extérieur, donc vous entendez ce que je dis. Oui, on entend. Mais quand on est dépressif, on est seul, on se replie sur soi et on n'a plus personne pour nous le dire. Oui, mais vous voyez, vous nous avez appelés pour déposer quelque chose et pour justement être entendu. Et là, on vous fait un retour de ce qu'on entend. Et j'ai pas l'impression que vous ayez envie de l'entendre. Non, je suis dans l'incapacité de l'entendre et de faire quelque chose. Donc vous êtes bloqué. Exactement. Mais est-ce que vous avez envie de rester comme ça? Pas du tout. Bon, donc vous n'avez pas le choix. Pas du tout, non. Moi, j'aime être joyeuse, rayonnante. Donc, vous voyez bien que vous n'avez pas le choix, même si vous n'avez pas envie.
Mais vous n'avez pas le choix, parce que sinon vous allez rester comme ça, et voire même aller moins bien. Ça s'améliorera pas. Si vous faites rien, ça s'améliorera pas. Alors moi j'ai cherché un petit peu dans la culture qu'on peut avoir aujourd'hui, j'ai regardé les problèmes de dopamine. Il n'y a pas quelque chose derrière ça à chercher? Alors c'est pas tant la dopamine que la sérotonine, je pense. Enfin c'est les deux, mais la sérotonine. Alors il existe des plantes, si vous ne voulez pas passer directement à de la chimie, il existe des plantes qui s'appellent des précurseurs de la sérotonine, qui vous permettent de remettre un peu de boost, si vous voulez, dans vos cellules. Et qui peuvent remettre un petit peu le circuit en place, c'est-à-dire que ça va vous permettre de vous sentir un peu mieux, de prendre un peu de recul par rapport aux choses, et peut-être de vous donner la force d'aller consulter, enfin de faire quelque chose d'un peu plus radical quand même. Parce que là, si vous continuez à être isolé, à la campagne, sans les gens, ça va pas marcher, Non, puis je vais tomber dans le syndrome de Diogène. Voilà, on accumule... on fait pas le tri, c'est catastrophique. Non mais Claire, quand vous nous dites que vous avez je ne sais combien de messages et que vous n'avez pas envie de les écouter, on voit bien qu'il y a quelque chose là qui indique une vraie souffrance, vous voyez. Et je ne les efface même pas. C'est bien de ne pas les effacer comme ça, vous pourrez peut-être les écouter quand ça ira un peu mieux. Je sais pas. Il y a une peur de la relation avec l'autre. En fait, je me dis que voilà, maintenant je peux plus rien apporter à qui que ce soit parce que j'ai plus rien à dire. Oui, ça c'est une pensée comme une autre. Elle est fausse, mais c'est une pensée. Faut pas trop l'écouter. Donc pour vous, on essaye de rétablir un petit peu les choses. Parce que la chimie, bien sûr, j'en veux pas. C'est pas on essaye, c'est il faut. C'est maintenant. On n'attend pas. Prenez du 5-HTP. Je vous donne une piste. 5-HTP. Ok. C'est une plante, enfin c'est un précurseur de la sérotonine. Vous en prenez 2 par jour, au moins pendant 1 mois déjà. Et puis vous nous rappelez, vous nous dites comment ça va mieux. Entendu, voilà. Et sans faute, parce que là vraiment c'est assez catastrophique ce que vous nous racontez. Je veux pas vous faire peur, mais quand même. Mais vous le savez de toute façon. Je vous apprends rien. Je le sais, mais je veux pas le savoir. Oui, mais j'entends bien. Oui, mais en même temps, vous avez appelé et puis vous êtes. Alors, vous voyez, on parle souvent du déni. Le déni, ça veut dire qu'on ne veut pas se rendre compte de quelque chose et on fait comme si ça n'existait pas. Et en même temps, vous ne l'êtes pas complètement dans le déni puisque vous dites je le sais, mais je veux pas le savoir. Donc vous êtes quand même lucide que vous êtes dans le déni. Vous voyez ce que je veux dire, Claire? Oui, je sais bien. Et je pense qu'il faut vous méfier de ce petit humour que votre ego arrive à développer assez bien, parce que finalement ça vous piège quand même un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vais en parler. J'ai quand même des amis qui sont assez extraordinaires, des amis qui ont beaucoup de spiritualité. Je vais leur en parler. Je pense que la spiritualité peut. Moi, je parlais de la nature tout à l'heure. Je pense que d'aller marcher, si vous pouviez déjà un tout petit peu marcher, si vous avez des chiens par exemple, aller marcher un peu avec vos chiens, ça peut vous aider. Et puis la spiritualité, oui. Pourquoi la spiritualité, elle sert à beaucoup de gens? Parce que ça donne du sens. Ça donne du sens à notre vie. Là, quand vous dites je peux plus aider personne, on voit bien que en fait, quand on est un peu dépressive, on n'a plus de sens à sa vie. Et ne pas avoir de sens à sa vie, c'est en effet anxiogène. C'est le moins qu'on peut dire. Oui. La bonne nouvelle, c'est que si vous voulez, vous n'êtes pas entièrement en dépression, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui effectivement va très mal, mais moi j'entends une autre part de vous qui ne veut pas aller mal et qui alerte les autres et qui est tout à fait consciente que ça va mal. Donc écoutez cette part-là de vous. Très bien. Vraiment. Très bien, monsieur. Et un petit peu d'activité physique, ne serait-ce que marcher. Si vous marchez, alors marchez plus d'une demi-heure, marchez à peu près 3/4 d'heure, 1 heure. Déjà 1/4 d'heure. Oui, non mais voilà. Aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui. Une demi-heure demain. Mais l'idée, c'est d'arriver à marcher assez longtemps pour que dans votre corps quelque chose se passe justement qui remette un peu de boost au niveau des hormones, d'énergie. D'accord. Oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être dans une spirale du vide. C'est ça le truc. Bien sûr. Oui. Et vous en êtes encore un peu consciente et agissez avant qu'il soit trop tard, parce que plus vous allez rester dans cet état, plus vous allez être envahi par ce non-sens, si je puis dire. Parfait. Merci Claire, faites quelque chose s'il vous plaît. Merci Brigitte. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. On va faire une petite pause et puis nous retrouvons notre journaliste Soisic Belin pour notre Sexy News.
Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Jean-Benoît Dumontex, nous accueillons Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour Brigitte, bonjour Benoît. Plaisir coupable peut-être, me direz-vous Brigitte, mais comment rester de marbre face à un titre pareil, le Péril Dieu. Un titre risqué, cela va sans dire, mais c'est toujours mieux en le disant. Important préambule à la lecture donc du livre de Tristan Banon qui est paru aux éditions de l'Observatoire. Même si le titre est cash et le sous-titre assez clair, toutes les religions sont sexistes, les propos de l'autrice sont nuancés. C'est nécessaire de le préciser parce qu'évidemment ce sont des titres et des ouvrages qui peuvent déchaîner des passions. Alors que nous dit-elle? Qu'évidemment il est dans le droit de chacun de croire ou non en l'existence d'une divinité souveraine, un dieu, peu importe sa confession et ses origines. Elle précise d'ailleurs qu'elle-même baigne dans les 3 monothéismes, par parenthèse moi aussi, et qu'elle aurait aimé croire parce que la croyance porte, réconforte. Elle apporte une explication à peu près tout. Donc finalement, ce n'est pas cette croyance qui est à revoir, c'est la pratique. Une pratique déterminée par des commentateurs des textes sacrés qui les ont interprétés à leur manière dans un contexte d'époque qui, soyons clairs, n'était pas très en faveur d'une liberté, d'une jouissance féminine. Des textes interprétés à une époque qui n'est plus la nôtre, mais dont on subit encore la lourdeur et la peur. Court, parce que on n'autorisait même pas pour les hommes, effectivement. Franchement. Oui. Donc une époque dont on subit encore la lourdeur et la peur, cette peur criante que le corps des femmes puisse échapper à la maîtrise des hommes et qu'un doute puisse exister en ce qui concerne la descendance. Parce que c'est à cet endroit que se situe un des pouvoirs de la femme, la procréation. Alors si ce livre vient décortiquer habilement toutes les religions du livre, du moins leurs origines, pour que l'on puisse comprendre la base de cette misogynie totalement intégrée, digérée et parfois même acceptée, elle la met en parallèle avec les revendications féministes, les fondements du féminisme. Et c'est en citant Simone de Beauvoir: l'homme a tout avantage à faire endosser par un dieu les codes qu'il fabrique et singulièrement puisqu'il exerce sur la femme une autorité souveraine. Il est bon que celle-ci lui ait été conférée par l'être souverain. Alors je me suis entretenue avec Tristan Banon et je lui ai demandé pourquoi, selon elle, les religions n'évoluaient pas davantage avec leur temps et quel était le message qu'elle voulait développer dans son livre. Elle y répond avec brio. On l'écoute. Ce qui m'a intéressée avec ce livre, c'est de remonter l'histoire de la naissance de ces 3 monothéismes et de raconter la misogynie religieuse et ses raisons, car évidemment le sexisme était préexistant à la religion et il fallait montrer dans quelle société éminemment patriarcale ces religions étaient apparues pour comprendre pourquoi chacun des 3 monothéismes n'avait fait qu'institutionnaliser un état de fait en réalité. Ce qui est terriblement misogyne, sexiste et mortifère, c'est de vouloir aujourd'hui en 2023 appliquer des règles qui datent précisément de sociétés qui étaient éminemment patriarcales. Et en ça, le fondamentalisme, l'extrémisme, le radicalisme sont des courants religieux qui sont extrêmement dangereux et on observe leur montée à l'heure actuelle et c'est quelque chose qui m'inquiète. Parallèlement, le silence de certaines mouvances féministes était quelque chose qui me posait d'énormes problèmes et j'ai voulu, avec ce livre, expliquer pourquoi, historiquement, le féminisme doit s'opposer au sexisme des religions. Il est né de ça, il est né de son refus du sexisme religieux, de son opposition à l'Église, sans jamais s'être soucié d'offenser ou non leurs croyants. En découle qu'être féministe tout en adoubant certains commandements sexistes au motif qu'ils proviennent de la religion et qu'il ne faut pas manquer de respect aux croyants est une aberration. C'est la conclusion en réalité de ce livre. Donc évidemment, difficile de faire l'impasse sur la question du port du voile. Une question qui scinde aujourd'hui les féministes en 2 clans. Celles qui, au nom d'une liberté, ne veulent pas se prononcer et les autres qui refusent que soit infligée aux femmes cette tenue dégradante et sexiste. Je mets des guillemets. Évidemment, on pourrait lui répondre que certaines femmes sont attachées à ce voile comme d'autres sont attachées au port de la perruque. Comment le féminisme peut agir sur ce sujet? Je lui ai posé la question. Je trouve que mettre les femmes derrière un mur de tissu, les isoler de l'univers commun, créer pour elles un apartheid sexuel parce qu'elles sont femmes, les inférioriser, quoi qu'on en dise, c'est les inférioriser. Ces mots, ils ne sont pas de moi, ce sont ceux de Gisèle Halimi dans une interview, La cause du féminisme. Et je pense que ce qu'il faut en retenir, c'est que se prétendre féministe et oser dire que le voile chez les musulmans, comme on pourrait le dire de la perruque chez les juifs ou du voile chez
les catholiques. Le voile de Saint-Paul, oser dire que le voile est un embellissement ou une preuve de liberté, c'est renier le féminisme. Le voile, comme je l'explique dans mon livre, et c'est une façon pour moi en tant que féministe de lutter contre ce vêtement sexiste et de le détacher de la religion pour qu'une femme puisse se sentir religieuse et tout à la fois refuser le voile. Le voile n'est pas raconté autrement dans le Coran que comme un vêtement sexiste, que comme un vêtement de soumission de la femme envers son mari, de chosification de la femme entre les mains de son mari. Les 5 versets du Coran qui lui sont consacrés ne racontent rien d'autre. On remarquera donc le travail minutieux de l'analyse de l'autrice sur des sujets brûlants, l'homosexualité et l'Église, la multiplication des blasphèmes, signe d'une société pudibonde et frileuse, l'IVG, la virginité sacrée, des choses que l'on pense et que par peur on ose dire, elle les a écrites et elle porte ainsi tout haut un objet de réflexion que chacun et chacune doit pouvoir alors s'approprier. D'accord, écoutez, ça a l'air en effet assez fouillé, en tout cas, argumenté. Elle a fait un travail remarquable, c'est bien. Oui. Moi, je voulais juste ajouter qu'il faudrait arrêter de confondre religieux et religion, et que le religieux, ça englobe évidemment le sacré, et on sait que dans le sacré, les femmes ont réellement leur place. Je prendrai comme exemple, par exemple, le tantrisme, qui est vraiment met la femme en avant par rapport à l'homme. Donc, je crois que c'est vers ça peut-être qu'il faudrait arriver à comprendre et à ouvrir, parce que finalement on a tous besoin de spiritualité. On vient encore d'en parler avec l'auditrice qui est passée à l'antenne avec Claire. Je pense que on a besoin de comprendre ça, et la religion n'est qu'un dogme comme d'autres. Oui, je ne vais pas me prononcer sur ce sujet-là qui est un peu personnel, mais je suis d'accord avec le fait qu'on confond un certain nombre de choses et que le spirituel ou le religieux n'est pas la religion. Voilà, donc c'est bien. Je pense qu'en tant qu'humain, on parlait de l'anxiété aujourd'hui. On sait que l'angoisse de la mort est une anxiété supplémentaire pour l'humain. L'animal n'a pas cette anxiété-là. Et quoi de mieux que le spirituel, le religieux, pour justement pallier cette anxiété. Et donc, pour donner du sens aussi. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment faire attention de ne pas tout confondre les deux. Et les religions sont forcément sexistes, c'est normal, puisqu'elles ont été créées à une époque où de toute façon le patriarcat était là. Mais ne mélangeons pas les deux, parce que sinon on va aller vers un dogme laïque qui sera peut-être encore plus fanatique que les religions. Voilà. Vous voulez dire la fin de la magie, c'est ça? C'est la fin de... En tout cas, on a besoin de donner du sens à sa vie si on veut aller bien. Et si on n'a plus rien, si ce n'est l'absurde de la naissance et de la mort, je crains que vous soyez débordé de passion, Jean-Benoît Dumontet. Encore une fois, c'est mon avis qui essaye d'être éclairé, mais je ne dis pas que je détiens la vérité non plus. J'entends ça. Merci en tout cas. Merci à vous. Effectivement, je la connaissais sous d'autres atours, on va dire, et je suis assez surpris de voir que il y a du fond et ça donne envie de le lire. Non, il y a un vrai travail. C'est vrai que c'est des sujets qui la touchent. Oui, on l'entend. Et elle a fait un vrai boulot, je pense aussi pour être certaine qu'on vienne pas l'attaquer sur ce terrain-là et lui dire qu'elle n'était pas légitime peut-être pour ce type de travail. Oui, c'est vrai qu'a priori ça pourrait surprendre compte tenu de ce qu'on sait d'elle ces dernières années, bien sûr. Mais en tout cas, ça a l'air d'être documenté. Documenté, oui, absolument. Et puis sa position sur le voile, elle est très claire. Oui, il n'y a pas d'ambiguïté. On sait ce qu'elle en pense. Ce qui est assez plutôt bien, parce que c'est vrai que on en a vu quelques-unes aller défendre les femmes en Iran alors qu'elles étaient pour le voile. Donc, je trouve que parfois il y a des incohérences. Mais bon, je ne citerai pas de nom. Merci, Soisy Guelin. Merci beaucoup. On continue avec Raymond. Bonjour Raymond. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Raymond. Alors, première question justement, puisqu'on parlait de faire l'amour qui est bien pour ne pas être anxieux. Vous aimeriez faire l'amour combien de fois par semaine ? Écoutez, là je suis à peu près à, on va dire, en moyenne 2 fois par semaine. Pourquoi pas 2 fois de plus, pourquoi pas ? 4 fois carrément. Ouais, je suis assez gourmand.
Bah oui, mais pourquoi pas. Hein. Bon, il faut voir ça avec votre compagne. Hein. C'est vrai, il faudrait qu'elle soit d'accord. Et bon, il faut faire peut-être ce qu'il faut pour qu'elle soit d'accord aussi. Hein. Aussi, ouais. Enfin, déjà, si vous avez 2 fois, pas mal, hein, ça va. Vous êtes. J'ai pas trop à me plaindre. Vous n'avez pas trop à vous plaindre. On est bien d'accord. Deuxième question. Pour vous, la masturbation, c'est un pis-aller ou c'est sublime? Oh, c'est sublime. C'est mieux que le rapport sexuel? C'est différent. Les deux ont leur avantage, on va dire. Ça dépend des moments. En tout cas, ça dépend. vous avez répondu rapidement. Hein, c'est sublime. Donc, spontanément. On entend bien ça. Et dernière question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une éventuelle envie de faire l'amour avec quelqu'un de votre sexe? Alors, pas pour l'instant. Non, j'adore. Vous avez un esprit très libre, Raymond. Bravo. Merci. Non, mais c'est vrai, je trouve. Hein, oui. Pas Il pour ne faut pas l'instant. être fermé à rien. La vérité de maintenant, la vérité dans 1 an, 2 ans, il ne faut pas se fermer. On est d'accord. Bon, bah, écoutez. Parfait. Je vous laisse poser une question à Jean-Benoît Dumontex, Raymond. Alors, Jean-Benoît Dumontex, seriez-vous intéressé par le polyamour? Je crois que je suis pas capable, en fait. Voilà. J'ai longtemps cru que je l'étais. Dans mes jeunes années et en fait non, parce que c'est beaucoup d'organisation déjà et ça peut être beaucoup de douleur aussi suivant comment ça se passe, donc non, là pour l'instant, enfin là encore voilà, je reste ouvert comme vous, mais moi là dans le temps présent, une personne me suffit. Mais quand vous dites je me croyais peut-être capable et finalement non, c'est-à-dire vous seriez jaloux ou vous n'avez pas envie de vous disperser? Alors il y a eu de la jalousie, oui effectivement, c'est vrai, et puis il y a une dispersion aussi. Enfin, je trouve que c'est compliqué de penser à plusieurs personnes et d'investir plusieurs personnes. Voilà, il y en a qui sont tout à fait en capacité de le faire et tant mieux, mais c'était pas mon cas. Donc voilà, moi j'ai une personne et voilà, c'est la personne de ma vie. Bon. Il faut avoir un grand cœur pour cela. Oui, sans doute, et un grand lit aussi, je crois. Aussi. En tout cas, merci de votre franchise, Jean-Benoît Dumontex. Et merci à vous, Raymond. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On fait une petite pause et on retrouve Marjorie, dans un instant. .fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous évoquons aujourd'hui l'anxiété avec Jean-Benoît Dumontex, psychanalyste spécialiste des addictions sexuelles et pas du tout anxieux. Hein. Je dis ça. Enfin, comme tout le monde. Je ne serais pas si sûr, non, comme tout le monde. Il y a une petite dose d'anxiété. Vous avez quand même une certaine sérénité qui transpire sincèrement. Oui, avec l'âge, on s'améliore. Hein. Ça dépend. Parfois, on s'empire. Oui, c'est vrai, on peut aussi. Bonjour Marjorie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour. Oui, voilà, moi je vous appelle parce que j'ai écouté la différence entre l'anxiété et l'angoisse. Moi je crois que j'ai les deux. Hein. Je suis angoissée de nature et anxieuse de nature et parfois quand ça va vraiment trop loin, je fais des crises d'angoisse et ouais. Et c'est des crises d'angoisse qui ont lieu n'importe quand ou vous êtes déclenché par des trucs en particulier? Alors souvent je suis déclenchée quand je me sens enfermée ou prisonnière ou que je me sens obligée de faire un truc que j'ai pas envie de faire. De contraintes? Ouais. D'accord, ok. Voilà. Ok, vous êtes plus libre de vos mouvements ou... Ouais, ou même psychiquement, je me sens pas, je me sens obligée de faire quelque chose que j'ai pas envie ou des choses comme ça. Et alors là. Là, c'est la crise d'angoisse. Ouais. Et ça se matérialise comment chez vous, la crise d'angoisse? En général, quand j'ai une crise d'angoisse, c'est oh là là. C'est difficile à décrire. Ouais, mais c'est violent, ça vient d'un coup, on n'arrive plus à faire grand chose, j'ai des problèmes de vision, j'y vois pas bien. Ah oui, ça va jusque là. J'ai des crises de spasmopie en fait, plus précisément, quand vraiment c'est très très fort, c'est-à-dire que j'y vois plus rien, j'arrive plus à parler, j'ai des fourmis dans les mains. Oui, il y a quand même des manifestations. Je peux plus rien faire quoi. Oui, il y a des manifestations physiques fortes. Et c'est comme ça depuis longtemps? Oui, depuis 15 ans. 15 ans. Ouais. Et vous avez déjà été suivi? Vous en avez déjà... Ouais, oui, mais
personne n'a vraiment pu faire quelque chose. Alors j'ai croisé plein de gens qui m'ont dit ah mais vous inquiétez pas, en gros j'ai la solution miracle, voilà ça va passer et tout. Le seul truc qui a fait un peu, c'est de me dire qu'en fait d'arrêter quelque part d'avoir de l'espoir que ça s'arrête, d'accepter que en fait ça allait toujours être là finalement, et du coup elles sont moins fortes et moins souvent. Bah oui, parce que vous cherchez pas à lutter. Voilà. Donc c'est moins important, ça prend moins d'importance en tout cas, oui. Un peu, oui. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Je crois que c'est déjà quelque chose qu'il faut dire, Marjorie. Il n'y a pas de solution miracle. En revanche, oui, il y a des trucs qui peuvent vous aider, mais c'est pas... c'est un peu quand même... D'après vous, parce que vous dites depuis 15 ans, d'après vous, il y a eu quelque chose qui aurait déclenché ça? Je sais pas, il y a eu un grand moment où j'ai vécu énormément de solitude, que j'étais à la fac et enfin en tout cas j'avais beaucoup de trajets à faire tous les jours parce que j'avais mon copain on habitait dans une ville différente et donc je faisais je me retrouvais très seule à la fac parce que j'ai pas osé aborder les gens. Parce que quelque part, enfin je sais pas, j'avais une espèce de, c'est bizarre, mais une espèce de honte à faire le trajet tous les jours et tout, à pas pouvoir rien faire avec les gens après les cours. Donc je me suis beaucoup isolée à ce moment-là. J'étais vraiment seule, je parlais à personne, je mangeais tout le temps toute seule. Et je pense que ça a commencé à déclencher des trucs. Parce qu'avant vous n'aviez pas ça du tout. Non. D'accord. Okay. C'est arrivé un jour et c'est jamais reparti. Et en plus, je crois que plus on fait ce genre de choses et plus on est angoissé d'en faire. Et donc, du coup, on se crée des... Enfin, moi, il y a souvent où je me force, en fait. Je me dis, bon, allez, vas-y, fais-le, tu vas y arriver. Mais je suis obligée tout le temps d'être en discours avec moi-même, sinon je ferais rien, quoi. Oui, et puis de toute façon, vous savez, il y a ce qu'on appelle l'inquiétude d'avoir ça, qui fait que même si vous ne l'auriez pas eu, vous l'avez. C'est ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça s'est manifesté à un moment où vous aviez un sentiment un peu d'isolement, ou en tout cas, et on sait que la solitude, la sensation d'être rejeté, ou etc., peut développer des phénomènes d'angoisse. Et vous avez parlé de honte aussi. Vous aviez honte de quoi, de faire des trajets, c'est ça? J'avais honte, ouais, enfin, c'était comme une honte en fait, une honte, oui, je dis honte en même temps, donc je sais que ça doit être ça. Non, mais ce qui était enfin, je trouvais ça, quelque part, je devais trouver ça stupide de pas aller vivre là où je faisais des études pour être avec mon copain et en fait de faire des trajets tous les jours, enfin, finalement, c'était un peu ça qui me faisait honte de... Alors, vous étiez déjà en train d'expérimenter la contrainte maximale contre votre gré. Sûrement. C'était déjà la première occurrence de ce que vous m'avez dit tout à l'heure, là, qui était que vous vous sentiez emprisonné quelque part. Mais après, contre mon gré, non, je l'ai fait moi-même, donc je me suis auto-emprisonnée, oui. Oui, mais la situation vous convenait pas. Non, c'est vrai. La manière dont la situation s'était mise en place ne vous convenait pas. Vous, ce que vous vouliez, c'était être plus proche de votre fac pour pouvoir être avec vos amis. Ben, en tout cas, pour essayer de me faire des amitiés. Parce qu'effectivement, si vous aviez de la route à faire le matin, le soir, vous restez pas. Enfin, je veux dire, vous venez consommer vos cours et puis vous repartez, c'est sûr. Exactement. Et tout ça pour rester avec votre copain, avec qui vous n'êtes plus, j'imagine. Ah oui, et puis en plus, franchement, j'aurais même jamais dû y être, en fait, c'est ça le truc. C'est que, on faisait rien, on voyait jamais personne. Dès que, c'était quelqu'un qui était quand même, il boudait chaque fois que... Est-ce que, Marjorie, vous n'avez pas été avec lui pour justement ne pas être seule? Si, je pense que, avec le recul, donc, vous voyez le paradoxe, c'est-à-dire vous êtes resté avec lui pour ne pas être seul, et finalement vous vous êtes enfermé dans une solitude avec vos copains, vos amis. Exactement. Vous voyez, et ça c'est intéressant. Comment on peut soi-même se piéger. Tout à fait, mais du coup, je pense que oui, il y a peut-être une réaction par rapport à ça, parce que du coup, maintenant. J'ai appris déjà, donc cette relation elle est finie et quand j'ai arrêté, j'ai eu l'impression que je sortais de prison, clairement. Voilà. Et du coup, maintenant, je fais une espèce de rejet dès que j'ai un truc d'enfermement. Mais vous me faites, en fait, c'est incroyable parce que j'avais jamais pensé à ça comme ça. Bah, on sert à quelque chose quand même, Jean-Benoît et moi, Marjorie. Mais tout à fait. Si ça peut vous ouvrir une porte, je crois que c'est la bonne.
Et la manière dont vous avez souri, je pense que c'est la bonne, oui. Oui. Donc finalement, c'est quelque part votre peur de la solitude qui provoque tout ça. Et alors, seul, c'est quoi être seul finalement, Marjorie? Ben ouais, je sais pas, parce que en même temps c'est, oui. Vous voyez, c'est toujours là. Moi, je pense, sincèrement, je pense qu'on n'est pas des animaux solitaires. Je pense qu'en effet, l'être humain n'a rien à gagner à se retrouver trop seul. On a besoin de contact, on a besoin de. Mais en même temps, se mettre en couple ou s'entourer de tas de gens pour ne pas être seul, c'est aussi un piège. Et c'est peut-être ce juste équilibre qui est important à trouver, d'autant plus dans la situation dans laquelle vous êtes. C'est-à-dire que je pense que maintenant, vous êtes toujours dans des situations complètement paradoxales. Et n'oubliez pas aussi que le propre du traumatisme, si on faisait un schéma, vous voyez, c'est une première occurrence de quelque chose qui monte très très haut, et ensuite il y a tout un tas de petites répliques qui viennent après, mais que vous ressentez très fort parce que c'est à hauteur du premier traumatisme. Oui, bien sûr. Donc toutes vos crises là d'angoisse, c'est comme si vous reveniez à la case départ en fait, et que vous reviviez exactement ce qui s'est passé. C'est ça, parce que à l'époque, j'en faisais, je sais pas moi, j'en faisais 3-4 par semaine, quoi. Bah oui, ça devait être l'enfer. Je pense que c'était, voilà. Donc, ouais. Donc, vous êtes quelqu'un d'assez timide, j'imagine. Ben, alors, j'étais. Oui. C'est assez extrême parce que, par exemple, quand j'étais enfant, j'étais très timide, j'étais très dans mon coin, j'étais très dans mes rêveries, dans ma bulle et tout. Et maintenant, il y a un côté de moi qui est toujours comme ça, qui évite un peu les gens, qui est dans ma petite bulle et tout. Et en même temps, il y a une autre partie de ma personnalité qui est très extravertie, très exubérante. Donc c'est un peu, je sais pas, des fois je me dis que j'ai construit ça pour un peu pallier le reste. Oui, enfin, en tout cas, vous avez quand même un fond un peu timide, ce qui fait que c'est compliqué pour vous, comme ça, de créer rapidement, facilement du lien social. C'est ce que je voulais dire. Oui, en tout cas, oui, c'est vrai que les gens m'ont souvent dit que j'étais pas facile d'abord, quoi. Ce qui est une protection pas forcément négative, hein. Non. C'est pas mais c'est juste qu'il faut en être un peu conscient, et que donc, comme vous transmettez pour les gens une attitude qui semble être un peu froide, ce qui n'est pas ce que vous êtes, hein, il faut donc que vous preniez conscience que de temps en temps, c'est à vous un petit peu de vous ouvrir à quelqu'un si vous trouvez que cette personne peut être intéressante. Ouais, c'est ce que j'essaye de faire, parce que c'est vrai que au début je m'en rendais pas compte, puis à force, comme le dit, je me suis dit j'ai peut-être un souci. Donc c'est pas un souci, c'est juste qu'il faut bien comprendre ce qu'on transmet aux autres. Oui, voilà. Et pour compenser justement, c'est quand vous rencontrez quelqu'un que vous trouvez sympathique, il faut pas hésiter vous à aller un peu vers elle, puisque vous êtes capable aujourd'hui de le faire. Oui. Et puis quand vous avez vos crises, respirez tranquillement. Il y a quand même quelques trucs. On va en parler d'ailleurs avec Frédéric Fanger dans la deuxième heure, et il donne des exercices très simples. Il y a quand même quelques petits trucs qu'on pourrait vous donner. Moi, c'est vrai que j'écoute de l'hypnose, par exemple. Les séances d'hypnose pour me calmer quand j'ai des crises d'angoisse. Voilà. Après, moi, je fais comme vous dites, là, je marche beaucoup. Très bien. Je fais du tai chi aussi. Enfin, je fais plein de choses. Vraiment, j'essaie de faire tout machin, mais il y a toujours ce truc qui fait que voilà. Mais je vais essayer. Écoutez, je pense que l'échange qu'on a eu va vous faire avancer. Oui. Je pense. Merci en tout cas, Marjorie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, je me permets cette devinette, c'est à cause de Soisig-Belin. Vous allez comprendre dans un instant. Je vous donnerai la réponse après les infos. J'ose, tant pis. Allez-y. Qu'est-ce qu'une musulmane sans sein? Ce sera après les infos, la réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Avec Jean-Benoît Dumontex, nous évoquons l'anxiété aujourd'hui et on voit bien à quel point ça peut pourrir la vie. Hein. L'anxiété, on l'a vu déjà avec les 2 témoignages qu'on vient de recevoir. On accueillera Frédéric Fanger également qui nous parlera de cette bande dessinée qui vient de sortir, Le Club des Anxieux ou Qui se soigne, des éditions Les Arènes. Alors j'ai osé cette devinette, c'est à cause de Swazik et de sa chronique tout à l'heure. Qu'est-ce qu'une musulmane sans sein? On ne sait pas, allez-y. C'est une planche à voile. Ok, on a l'image, merci. Voilà. Et on va continuer avec Tania qui est avec nous. Bonjour Tania. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Tania. Merci d'être avec nous Tania. Merci à vous de me recevoir dans votre émission. Donc moi je vous appelle par rapport à l'anxiété et ce que ça a provoqué chez moi. En fait, pour vous raconter un petit peu ma petite histoire. Allez-y, oui. Je suis avec un homme marié depuis 5 ans. Et il y a 1 an et demi, je l'ai quitté en fait en lui disant que moi je pouvais pas attendre plus. Et lui, son excuse c'était: mes filles sont trop jeunes, je veux être là pour elles, je veux les soutenir dans leurs études. Enfin voilà. Et donc nous avions convenu ensemble que dans 2 ans, je lui laissais 2 ans pour qu'il puisse s'organiser et puisse se libérer. Et les 2 ans, ils se terminent normalement en septembre de cette année. Sauf que entre-temps, il s'est passé un truc. C'est qu'à la Saint-Valentin, sans le faire exprès, il m'a dit qu'il avait acheté des roses. Il voulait acheter des roses pour sa femme. Oui. Mais comme elles coûtaient une fortune, donc il les a pas prises. Et moi, je lui ai dit: mais tu voulais acheter des roses rouges pour ta femme et tu sais quelle signification ça a? Parce que monsieur me disait qu'il n'y avait plus rien entre eux. Et donc il m'a dit que c'est parce que vis-à-vis de ses filles, il voulait leur donner une image de bon père qui achète des roses pour sa mère pour la Saint-Valentin. Bref, moi, depuis ce moment-là, j'étais très anxieuse par rapport de toute façon, c'est une situation anxieuse que de sortir avec un homme marié. Oui, mais sincèrement, je lui faisais confiance. Je me suis dit, et puis je me suis dit en 2 ans... Voilà, il a le temps de s'organiser, il a le temps que des choses se passent. Et vous, pendant ces 2 ans, vous faites quoi? En fait, on continuait notre petit chemin de vie. Oui, mais vous en tant que personne, moi, en tant que j'attendais femme. comme une cruche. On est d'accord. Merci pour cette réponse. Soyez honnête avec nous. Oui, avec donc forcément de l'anxiété. Oui, de l'anxiété, et c'est vrai que depuis ce moment-là, je vis pas les choses sereinement. Et donc ce week-end, je lui ai posé la fameuse question. Je lui ai dit: écoute, moi, dans tes discours, dans tout ce que tu me parles comme projet, j'ai pas l'impression que au mois de septembre, on va enfin vivre ensemble. Et clairement, il m'a dit de manière autoritaire que de toute façon, ses filles, c'était important pour lui et qu'il ne voulait pas faire de faux pas, il a des responsabilités qui lui tiennent. Et ce qui est tout à fait acceptable aussi. C'est tout à fait honorable. Mais au moins, il est clair avec vous. Ce qui est c'est plutôt bien d'ailleurs qu'il soit clair en vous disant que de toute façon, il pourra pas quitter sa femme. Il est clair. Vous savez, Tania, de toute façon, quand on pose un ultimatum, quel qu'il soit, et d'autant plus sur le plan amoureux, on n'a plus le pouvoir. Ça y est, on a donné le pouvoir à l'autre quelque part. Et donc, c'est une situation forcément anxiogène, puisqu'on va dépendre pendant un certain laps de temps de quelque chose dont on est totalement impuissant. C'est vrai. Donc moi, en règle générale, je dis qu'il vaut mieux ne pas poser d'ultimatum, et si on pose un ultimatum, mieux vaut qu'il soit le plus court possible. Oui, mais en fait... Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et vous avez raison, sauf que moi, à l'époque, ça m'a rassurée d'avoir une date. Et parce que vous pensiez que l'issue était positive en votre faveur, voilà. Mais sauf que là, vous doutez de plus en plus. Voilà, vous avez même la réponse. Oui, et donc on a rompu ce matin. D'accord. Par téléphone, évidemment. Parce que de toute façon, je voyais pas l'intérêt de le voir pour lui en parler, pour avoir à me justifier et quoi que ce soit. Et donc, figurez-vous que je suis soulagée depuis. Dans 3 jours, dans une semaine, je ne sais pas, mais aujourd'hui, je suis soulagée.
Et je me dis, en fait, c'est bien pour moi. C'est bien ce qui m'arrive. Et vous êtes soulagée parce que ça libère justement de l'anxiété, ou est-ce que c'est parce qu'au fond, vous vous rendez compte que vous aviez déjà un petit peu pris l'envie d'arrêter cette relation ? Peut-être plus ce problème d'anxiété. J'ai plus à me poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va pas se passer. Mais là, vous risquez un contre-coup quand même. Hein. J'assumerai. Moi, en fait, ce que je vais faire, sincèrement, c'est que je vais vite m'inscrire sur un site de rencontre. Si vous voulez. C'est vous qui avez pris la décision ce matin ? Oui. Ouais. Bon, voilà. Parce que je voyais pas d'issue. En fait, je ne voyais pas d'issue. Et mais là où je vous dis que vous pouvez avoir un contre-coup, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir repris le pouvoir. Ouais. Mais c'est pas sûr que vous ayez pas le contre-coup justement de la séparation et de la souffrance que ça va produire. Surtout que l'anxiété et l'attente, ça prend beaucoup de place dans les journées. Et là, il n'y a plus de place. Enfin, je veux dire, ça ne prendra plus de place. Il y aura beaucoup de place pour, on ne sait pas, je vais m'inscrire au golf. Oui, allez-y, c'est bien. Golf, site de rencontre, oui, voilà, non mais remplissez votre emploi du temps. Oui, c'est une bonne idée. Plein de projets. Ça, c'est très bien. Non, mais ça, c'est une très bonne idée. Et toutes mes copines sont prêtes à ce qu'on sorte toutes. Elles me disent, parce que forcément, je l'ai raconté aux copines. Mais oui. On dit, tu vas sort ensemble quand tu veux. Et, donc c'est bien, vous êtes entourés en plus. Prête. Oui. Bon. Oui. Et vous étiez souvent ensemble, il prenait beaucoup de place dans votre vie ? Oui. En tout cas, il était très présent, oui. Il était très présent, oui. Et puis, Tania, si vous craquez, si vous avez envie de le revoir, rien ne vous empêche de le revoir. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'amour propre. L'amour propre en amour, ça n'a pas de sens. Et puis, à force, vous allez vous lasser et à ce moment-là, vous pourrez le quitter sans trop souffrir. Si jamais vous êtes en souffrance, là, hein, peut-être que vous allez bon, là, ce matin, aujourd'hui, vous avez l'air d'aller très bien. Mais si jamais vous sentez que vous êtes vraiment très en manque, bon, rien n'empêche de reprendre. Hein. Tout à fait. C'est vrai, mais en fait, encore une fois, quitte à rester aussi sur les sites de rencontres en attendant peut-être de trouver quelqu'un rencontrer le bon. Oui, c'est ça. Mais les hommes mariés, c'est fini. Non, mais vous savez, Tania, il faut pas non plus tomber dans le fait qu'aucun homme marié ne quittera jamais sa femme. C'est pas vrai non plus. Et puis, j'ai tendance à dire que les hommes les mieux sont souvent pas libres. Hein. Donc, quand ils sont libres, ils sont pas libres longtemps. Hein. Il faut tomber juste au moment. C'est totalement vrai. Donc, vous êtes d'accord, Jean-Benoît ? Oui, c'est mathématique presque. Hein. Oui. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, en tout cas, voilà, vous avez de l'humour par rapport à tout ça. On vous sent pas, oui. voilà. Non, c'est une libération. Oui. On ne vous sent pas spécialement anxieuse ni désespérée. Non. Je l'ai été longtemps et je vous dis, le fait de lui avoir dit que c'était fini, je me sens libérée, j'ai plus d'attente, j'ai plus de d'attente. Vous avez repris la main, enfin voilà, vous étiez dans une passivité avant. Là, c'est pas la même chose. Exactement, oui. J'étais passive. Voilà. Oui. Donc voilà, une des clés peut-être pour plus être anxieuse, c'est d'être active, au sens actrice de votre vie. Tout à fait, oui. Oui, il y a des situations dans lesquelles on se met qui sont forcément des situations anxiogènes. Anxiogènes, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais c'est en général effectivement des moments où les clés sont remises à l'autre et où on peut rien faire. Enfin, on ne peut qu'attendre ou subir ou... ça revient un peu au témoignage juste avant, là, de Marjorie, qui disait ça aussi. Elle subissait une situation qui lui convenait pas, et donc elle a développé quelque chose d'un peu grave. C'est toujours important, vous savez, on n'est pas sur Terre pour très longtemps, autant en faire quelque chose de sympa. C'est déjà très chiant à la base, la vie, si on regarde bien, quand même. Autant en faire un truc un peu, voyez, un peu sympa, où on s'éclate un peu et où on a un peu les clés. Oui. Et peut-être ce que vous venez de dire, Jean-Benoît Dumontex, me fait penser à une chose essentielle, c'est que déjà se rendre compte quand on est dans une situation anxiogène, parce que à ce moment-là, il faut voir comment on peut en sortir. Oui. Et il y a toujours un moyen, peut-être pas complètement d'en sortir, mais au moins d'atténuer le côté anxiogène de la situation. Oui, tout à fait.
Mais ça, maintenant, je pense que vous allez le repérer, parce que quand on a été dans l'anxiété ou dans l'angoisse, c'est physique. En fait, on ressent des choses. Si jamais ça se repointait, vous sauriez, je pense, le voir et vous dire, bon là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je réfléchisse à comment je sors de cette situation. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que mon plus gros problème, je pense que c'est que j'ai été dans l'attente de monsieur et j'ai essayé d'être la maîtresse idéale en étant aussi bien maîtresse qu'épouse. En fait, j'avais tous les mauvais côtés de chacun des rôles. Je dis ça aujourd'hui, mais pendant un moment, j'étais bien contente de l'avoir. Vous avez passé des bons moments, et puis voilà. Achetez-vous une rose rouge ce soir, et puis comme ça, offrez-la vous. Vous offrez une rose. Voilà. Un beau bouquet de roses. Oui. Merci Tania, merci beaucoup. Merci à vous deux, bon après-midi. Merci. On va faire une petite pause, Jean-Benoît Dumontex, et puis on vous invite vous aussi à prendre la parole, mettre des mots sur votre anxiété, c'est déjà être un petit peu mieux. 0826 300 300, à tout de suite. Plus d'informations sur Lidl.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Jean-Benoît Dumontex est avec nous. Vous êtes spécialiste des addictions, psychanalyste, et aujourd'hui on évoque l'anxiété. C'était un peu votre demande d'ailleurs, parce que vous constatez que de plus en plus de patients sont anxieux. Situation sans doute anxiogène actuellement. Et puis c'est bien, c'est Stéphanie qui est avec nous, et je crois que c'est parce que votre mari est quelqu'un d'anxieux, et donc c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas simple à gérer sans doute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît. Bonjour Stéphanie. Oui, j'ai un mari qui est très, dans sa nature, très anxieux, à toujours avoir peur qu'il se passe quelque chose. Donc il anticipe au quotidien ce qui peut se passer. Oui. Et ça transmet, c'est lourd à gérer. Oui. Parce que moi, je suis plutôt directe à prendre des décisions sans trop réfléchir. Et lui, c'est tout le contraire. Et tous les jours, c'est oui, mais il va se passer ça, faut pas faire ça comme ça, il faut, voilà. Ouais, il voit toujours ce qui pourrait arriver, qui n'arrive pas forcément d'ailleurs, mais oui, c'est sa nature. Et alors, c'est sa nature, et il faut apprendre à vivre avec, et puis à lui laisser le temps de réfléchir. Et oui. Donc voilà. C'est pas la même temporalité. On est assez d'accord. Comment est-ce que vous vivez avec? Alors vous avez développé des trucs, des compétences particulières, parce que c'est pas évident quand même. Alors j'essaye de prendre sur moi, comme je disais, de lui laisser plus de temps de réfléchir. Mais pour moi c'est difficile parce que ce que je disais, moi je suis dans l'action, je réfléchis pas beaucoup, et en fait je vois la solution tout de suite, et si je décide, en fait après ça, il me dit que c'est de ma faute, quoi. Et vous voulez dire que si par exemple vous prenez une décision et que ça se passe pas tout à fait aussi bien que vous pensiez, il est capable de vous le faire remarquer, de vous critiquer? Oui, et puis il accepte pas, lui, de se tromper, de faire des erreurs. Donc en fait, c'est jamais lui qui se trompe, c'est toujours moi. C'est plus facile en fait il fait un peu l'autruche, quoi. Et vous ne vous énervez jamais? Si. Si. C'est pas possible de garder tout le temps son calme, et je peux pas. Je vais passer une fois, 2 fois, et puis il y a un jour où un jour pas comme un autre, plus fatigué, plus susceptible, ou eh bien ce jour-là ça passe pas. Et voilà. D'accord. Et est-ce que ça a un effet sur lui? Sur lui, des fois oui, parce qu'en fait ça se voit pas tout de suite. Et parce qu'il faut toujours le temps qu'ils comprennent, qu'ils réagissent. Donc des fois 2-3 jours après, il va comprendre. Mais si sur la remarque au moment où je me suis fâchée, si moi je fais la même erreur que lui, j'ai le retour. Tu vois, tu fais pareil. Voilà, c'est un peu au quotidien. C'est un petit peu, on se renvoie la balle à celui qui. Voilà. Et ça vous blesse quand justement il vous dit, tu vois, j'avais raison, tu aurais pas dû, etc. Ou est-ce qu'au fond ça vous... Non, je suis vexée, je suis blessée. Oui, c'est pour ça que je me mets en colère, parce que c'est injuste. Vous trouvez ça injuste, c'est voilà, ça? Tout à fait.
Ça l'est d'ailleurs. Hein. Mais est-ce que vous pensez qu'il vous critique avec une sorte de manipulation un peu toxique, ou que c'est simplement parce que c'est un véritable anxieux et que oui, ça devait arriver, donc c'est arrivé, quoi? C'est un véritable anxieux déjà, et en plus, oui, il n'accepte pas les erreurs qu'il fait, et c'est plus facile pour lui de faire l'autruche et de mettre la faute sur quelqu'un d'autre que d'accepter que ce soit lui qui se soit trompé. Oui, dans l'anxiété, de toute façon, il y a l'idée de perfection. Hein. Oui. La barre est tellement haute que de toute façon, à un moment donné, de toute façon, on est en échec. D'accord. Et il a conscience, lui, de ce qu'il développe, de ce qu'il dit, de son état, ou pas du tout? J'essaye de lui faire remarquer mais c'est difficile qu'il comprenne, parce qu'en fait il s'amuse à me renvoyer à chaque fois sur moi. Il s'amuse, c'est pas sûr. Hein, Je sais pas s'il s'amuse, mais en fait à chaque fois c'est un peu. Et vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 23 ans. D'accord, oui, donc parce que la vraie question, c'est de savoir s'il est conscient de son anxiété, et s'il en est conscient, il peut peut-être être conscient que le choix qu'il a fait de vous épouser, vous, n'était pas un mauvais choix. Parce que deux anxieux ensemble, c'est moins bien qu'un anxieux avec quelqu'un qui a quand même de l'air d'avoir une sacrée énergie et quand même assez d'optimisme. Il en est conscient, puisqu'en fait, c'est un ancien alcoolique, donc il s'est fait déjà. Il y a eu beaucoup d'avancées. Grâce à vous, il a quand même réussi à sevrer son alcoolisme. Oui. Bon. Écoutez, moi je crois, Stéphanie, puisqu'il est quand même assez conscient, vous êtes un couple au long cours. Peut-être que quand il vous reproche quelque chose, etc., essayez un peu l'humour, essayez un peu de lui dire mais oui, bien sûr, mais enfin, vous voyez, essayez peut-être d'arriver à relativiser, parce qu'au fond, c'est plus fort que lui, c'est pas contre vous. C'est assez insupportable, hein, parce que en effet, c'est facile de critiquer. Il y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent jamais. Hein, mais peut-être qu'il faudrait arriver à désamorcer pour pas que ce soit quelque chose qui envenime votre relation. Oui, des fois c'est ce que j'arrive à faire, c'est ce qui se passe, et puis il y a d'autres fois où on n'arrive pas, parce que comme il est toujours carré, moi j'essaye toujours, en fait, pour pas que j'ai de reproches, de faire bien. Donc je me mets la pression aussi, et c'est vrai que ça crée des anxiétés. En fait, ça fait comme si j'avais pas le droit à l'erreur. Oui, donc il vous embarque dans son délire. Hein. Oui. Il faut refuser ça. Hein. Oui. C'est pas votre manière de faire, donc c'est pas possible. Hein. Vous acceptez sa manière de faire, il accepte la vôtre. Oui, mais c'est voilà. Après ça, moi j'en ai conscience, mais quand on est à deux, donc si moi je le fais, lui, il faut qu'il arrive à. Peut-être que vous pourriez, d'une manière très concrète, définir les zones où vous agissez, les zones où vous n'agissez pas. Et peut-être que les zones où réellement il fait preuve d'une anxiété un petit peu plus grande qu'ailleurs, à ce moment-là, vous n'agissez pas, ou en tout cas vous n'agissez que au moment où vraiment vous en aurez discuté ensemble. Et par contre, sur des choses notamment du quotidien, etc., agissez, et il n'a rien le droit de dire, quoi. Vous voyez, il faut peut-être essayer d'avoir une... Délimiter les domaines. Hein. Que ce soit plus clair entre vous, pour que ça dérape pas comme ça sans arrêt. Oui. Mais je vais essayer on va essayer de mettre ça en place. Et même par compétence, vous pouvez l'amener par compétence, c'est-à-dire lui il est plus compétent à faire un certain nombre de choses, à être dans telle relation, etc. Ok, donc il s'en occupe. Vous, vos compétences elles sont ailleurs, donc vous occupez de ça, vous voyez. Ça c'est ce que j'essaye de faire aussi parce que comme je gérais tout avant, pour qu'il reprenne sa place dans le foyer, dans le couple, donc il y a des choses où moi j'ai lâché prise, je m'occupe plus, et que lui il fait. Donc, Oui, mais je pense que ça mériterait vraiment quelque chose de très concret entre vous. Il y a peut-être des domaines où il est particulièrement anxieux, par exemple l'éducation des enfants ou le domaine financier, ou enfin, vous voyez. Et puis il y a des domaines où il est peut-être plus apte à lâcher un peu. Et à ce moment-là, quand vous aurez bien défini tout ça, je pense que ça va
un peu calmer le jeu entre vous, parce qu'il faut pas non plus que ça prenne trop de proportions, parce que c'est vraiment, enfin ça use à long terme. Hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça un petit peu que je voulais témoigner, parce que c'est vrai que je ressens de la fatigue et c'est ça, c'est usant à force de ça fait un peu un jeu pervers, quoi, à force de. Et c'est usant, quoi. Oui. Alors, je sais pas s'il y a de la perversion là-dedans, mais en tout cas, oui, vous pouvez le vivre, vous, comme quelque chose de cet ordre-là. Donc, autant, effectivement, délimiter un peu plus, voyez, et vraiment chacun son truc, et si l'autre s'est trompé, c'est tant pis pour l'autre, c'est son domaine à lui, c'est pas le vôtre. Voilà, définissez bien les ministères de chacun. C'est ça. Cela étant dit, c'est presque une règle d'or pour tous les couples. Oui, c'est vrai. D'autant plus quand on est comme ça avec quelqu'un comme votre compagnon. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. En Love Conseil, on va parler de la première fois quand on rencontre quelqu'un et qu'on va refaire l'amour pour la première fois avec cette personne. Ça peut être très anxiogène. Et puis on accueillera Frédéric Fanget à l'occasion de cette bande dessinée qui vient de sortir sur l'anxiété. M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien voilà une situation anxiogène, Jean-Benoît Dumontext. On était seuls et puis on vient de faire une rencontre et ça y est, on va se retrouver au lit tous les deux. Et c'est vrai que c'est toujours stressant, d'autant si on n'a pas eu énormément d'expérience ou si on a connu une longue période d'abstinence, évidemment. Eh bien, même si vous connaissez ce ou cette nouvelle partenaire, si vous êtes sortis ensemble, si vous avez beaucoup discuté, etc., c'est vrai que la sexualité, c'est toujours un moment nouveau. Hein. Alors moi, je vous conseille tout simplement déjà de prendre du temps. Vous êtes, j'aurais presque tendance à dire que vous avez accepté d'avoir une relation tous les deux, mais n'allez pas forcément jusqu'au bout. Vous pouvez très bien, la première fois, vous embrasser, vous caresser, etc. Ça va vous permettre de vous découvrir et ça vous mettra pas la pression parce que pour les hommes, ça peut être la panne d'érection. Pour les femmes, ça peut être un manque de lubrification, donc une douleur à la pénétration. Donc, ne vous fixez pas trop d'objectifs et prenez le temps de vous mettre à nu dans tous les sens du terme. Et puis comme ça, vous serez dans le même état d'esprit parce que si vous êtes un peu anxieux, figurez-vous que l'autre l'est certainement aussi. Et je dirais même que plus vous êtes attiré, plus il faut vous relaxer parce que de toute façon, forcément, ça va pas être comme vous vous y attendiez, ça sera pas comme c'était avec votre dernier partenaire parce que chaque rencontre sexuelle est une rencontre différente, voilà. Et je trouve que c'est vraiment important de se dire que on sait que ça peut être un peu anxiogène et le fait de le dire, souvent ça désamorce bien. Oui, c'est vrai. Alors que quand c'est une histoire qui commence, on a peur un peu de dire ce genre de choses. Mais il ne faut pas hésiter, effectivement. Oui, écoute, je suis ravie qu'on essaye ensemble d'aller plus loin, mais prenons le temps. Voilà, ça peut se dire. Hein, c'est pas. Et puis si c'est pas parfait, figurez-vous que c'est assez normal. Oui, ça s'appelle la vie, en fait. N'est-ce pas ? Et puis si c'est un vrai désastre, riez-en ensemble. Voilà. Après tout, ça ne pourra être que mieux la prochaine fois. C'est ça. Voilà, alors on a regardé avec attention, enfin moi j'ai surtout lu votre bande dessinée, Frédéric Fanget, vous m'avez demandé mon avis, je la trouve franchement formidable, ça s'appelle Le Club des Anxieux qui se soignent, comment combattre l'anxiété, c'est des éditions Les Arènes, et franchement je crois que Jean-Benoît vous avez pas eu le temps tout à fait de la lire, mais vous l'avez feuilleté, c'est vachement bien. C'est bien, hein. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est à la fois très clair, et le fait que ce soit la bande dessinée, je trouve que c'est peut-être plus abordable pour des gens qui sont un peu anxieux, parce que il y a un petit peu d'humour et puis franchement c'est très concret. Bonjour Frédéric Fanget. Bonjour Brigitte, bonjour Jean-Benoît, merci pour votre compliment. Effectivement, c'est une bande dessinée qui se veut tout à fait abordable et accessible pour le grand public, tout en essayant de donner des informations rigoureuses et scientifiques, comme j'essaye toujours de faire, mais avec une possibilité surtout de bien connaître l'anxiété, et on montre un petit peu ce qui se passe dans le cabinet du thérapeute aussi.
Voilà, alors vous êtes psychiatre et psychothérapeute, vous avez toujours vous êtes toujours assez concret chaque fois que vous êtes venu ici pour quel que soit le sujet qu'on aborde. Je précise tout de suite, comme ça ce sera dit, cette bande dessinée, vous l'avez écrite avec Catherine Meyer et c'est Pauline Aubry qui en a fait les illustrations dessinées. Voilà, c'est aux éditions Les Arènes. Donc ça c'est dit. Maintenant on va rentrer un peu dans le vif du sujet, Jean-Benoît Dumontex. Ce qui est intéressant, ça on l'a dit en début d'émission, c'est que depuis le Covid, on a eu une nette augmentation de gens anxieux. Ça c'est, je crois qu'on le dit beaucoup. Ce que je trouve intéressant, c'est quand vous définissez ce qui provoque l'anxiété. C'est pas uniquement biologique, ça peut être l'éducation, un traumatisme. Oui, tout à fait. Il faut bien comprendre que l'anxiété, c'est une maladie à la fois du corps et aussi du mental. Et c'est sans arrêt un couplage entre les deux, avec des boucles de rétroaction, avec une inquiétude qui se passe dans notre cerveau. En fait, on a un système d'alarme dans notre cerveau qui fait que si notre système d'alarme est un peu trop sensible, eh bien, on va vivre de l'angoisse pour des situations dans lesquelles d'autres personnes qui ont un système d'alarme moins sensible ne les vivront pas. Ce système d'alarme, il est relié à notre corps par les glandes surrénales qui nous font sécréter l'adrénaline, on en entend beaucoup parler, qui va mettre en route un certain nombre de symptômes physiques bien connus des anxieux qui font des troubles paniques, une accélération du rythme cardiaque, du rythme respiratoire. Mais c'est pas fini, c'est-à-dire que cette allée du cerveau au corps va revenir du corps au cerveau, puisque les anxieux qui ont déjà fait des paniques, au lieu de se dire ma foi, je suis dans une situation de performance, ça peut être une situation de performance sexuelle d'ailleurs, pour faire le lien avec votre émission, mais toute autre situation de performance, vont se dire oh là là, c'est une catastrophe, ils vont pas comprendre qu'ils sont en train de vivre une crise d'angoisse, ils vont croire qu'ils vont mourir ou faire un accident cardiaque, d'ailleurs on les retrouve souvent à l'urgence, et donc ils vont avoir une interprétation négative, ce qu'on appelle des cognitions négatives, des pensées négatives par rapport à leurs symptômes physiques. Et la boucle est bouclée. On part du cerveau, on va dans le corps avec les hormones du stress et on revient au cerveau. Et après, les gens se retrouvent dans des cercles vicieux. Alors il y a vraiment, allez-y Jean-Benoît, si vous voulez. C'est hyper clair, merci. Oui, c'est toujours très clair avec Frédéric Fanger. Alors vous en citez plein d'anxiété. Alors il y a les hypochondriaques, il y a les TOC, les phobiques, les troubles obsessionnels, les phobiques absolument. Enfin, ça représente combien de pourcents de la population, Frédéric Fanger à peu près? C'est énorme, c'est un Français sur 6. Alors, il faut qu'on précise, c'est énorme. Il y a une dizaine de troubles ça fait anxieux dans le diagnostic. Ça fait plus de 10 millions, quoi. Oui, c'est énorme. Et effectivement, on a 25% d'augmentation depuis le Covid. La jeune génération a été très, très, très touchée. Et je précise une chose tout de suite, Brigitte, pour qu'on soit clair. C'est que là, je vous parle de pathologie anxieuse. C'est-à-dire quand l'anxiété pose vraiment des problèmes aux gens, des problèmes de vie quotidienne, que ce soit dans leur vie personnelle ou leur vie de travail. Mais il faut savoir qu'il y a une anxiété normale. Nous sommes tous anxieux dans certaines situations. Je dirais même qu'il faut l'être lorsque, par exemple, on est en danger, qu'on a besoin de fuir, ou lorsqu'on doit faire face à une situation de vie. Vous parlez souvent dans votre émission de la rencontre amoureuse, etc. Il est normal que la rencontre amoureuse déclenche de l'anxiété. Simplement, il y a des gens pour qui l'anxiété va rester à un certain niveau tolérable, va plutôt même être un moteur d'ailleurs. Et il y en a pour qui, au contraire, elle va prendre une intensité particulière et devenir un véritable frein. Et c'est cela qu'on a en thérapie. Mais c'est important de dédramatiser l'anxiété en tant que telle. Toute anxiété n'est pas une pathologie. Simplement, si vous êtes entravé dans votre vie, là, ça vaut le coup de consulter. Et alors, il y a évidemment différentes thérapies qui fonctionnent. Frédéric Fanger, il y a des médicaments aussi. Et là, c'est du cas par cas, évidemment. Mais faut-il encore aller voir le bon thérapeute Alors, oui, j'ai la double formation psychiatre et psychothérapeute, ce qui fait que je vois les gens en première intention et que, comme psychiatre, on peut être amené, parce que moi, j'ai quand même plutôt des patients qui souffrent d'anxiété, je dirais, assez sévère, voire très sévère, qui ont déjà souvent consulté plusieurs fois. On peut être amené à utiliser certains médicaments, mais ça, on le précise dans la BD, attention, pas n'importe lesquels. Autant il y a des médicaments qui sont indiqués, chaque cas est différent. Il faut vraiment pas parler avec la voisine, mais avec un médecin spécialisé de ça. Et il y a des médicaments qu'on déconseille fortement à cause des règles d'accoutumance. Mais c'est pas le cas de tous les médicaments. Je me tue à dire ça depuis 20 ans, parce qu'on mélange tout, les médicaments psychotropes en France. Il faut vraiment faire une information là-dessus. Et puis il y a des psychothérapies. Et le plus
plus souvent, quand l'anxiété est vraiment installée en tant que trouble, nous allons faire les deux, voire une troisième chose d'ailleurs, qui est la sociothérapie. C'est-à-dire que le médicament, lui, va agir à court terme. Si le trouble anxieux est très sévère, que les gens sont paralysés, qui prennent plus les transports, qui font des attaques de panique, qui vont à l'urgence sans arrêt, on va leur donner un traitement. S'il y a une dépression associée, parce que ce qu'il faut qu'on dise aussi, c'est que l'anxiété, c'est souvent associé à d'autres troubles. À ce moment-là, on va mettre en marche un traitement médicamenteux qui, lui, va agir dans les premiers mois. Mais souvent, si on va aller plus loin et éviter que le patient fasse des rechutes à plus long terme, dans un deuxième temps, on va introduire une psychothérapie. La psychothérapie, elle agit pas à très court terme, mais elle agit sur le moyen terme. Par contre, on la met pas en route quand les gens sont trop mal. On attend qu'ils soient déjà... paraît normal, bien sûr, oui. Voilà. Et ensuite, dans un troisième temps, avec un certain nombre d'anxieux, je pense par expérience, ce qu'on appelle les anxieux sociaux, dont on a des fois parlé déjà à l'émission, Brigitte, qui sont ces gens qui ont la peur des autres, où là, on va faire un gros travail de sociothérapie, c'est-à-dire de leur apprendre à avoir des relations amicales, des relations amoureuses, parce que souvent, c'est des gens qui sont inhibés à ce niveau-là, pour avoir une prévention sur le très long terme. Et donc, il faut bien retenir ces trois aspects. Il ne faut pas discuter, moi, je préfère les médicaments, moi, je préfère les thérapies. C'est un spécialiste qui analyse la chose, et pour certains patients, on donnera des médicaments, pour d'autres, la thérapie, pour d'autres, on fera plutôt de la sociothérapie, et puis pour certains, les trois. Il faut savoir aujourd'hui, je crois, Frédéric Fanger, Jean-Benoît Dubontexte, qu'on a de plus en plus de gens qui restent un petit peu isolés chez eux. Et ça, c'est un phénomène assez nouveau, mais qui malheureusement s'accélère, avec souvent une chute dans une addiction. Hein. Oula, oui. Vous savez, l'anxiété sociale, déjà en tant que trouble grave, c'est-à-dire qui empêche les gens d'avoir une vie normale, c'était déjà 5% de la population avant le Covid et l'enfermement. Ça s'est là littéralement aggravé à ce moment-là. Ceci dit, attention, je fais une nuance. Moi, j'ai beaucoup de patients qui sont des introvertis, sont des phobiques sociaux. Il ne faut pas croire que tout le monde a besoin de liens sociaux. Il y a des gens qui ont un tempérament introverti. Mais la question, c'est de savoir si c'est une solitude choisie. À ce moment-là, on la respecte. Ou si c'est une solitude imposée par l'angoisse et l'anxiété. À ce moment-là, il faut lever l'anxiété, la traiter pour que les gens puissent aller vers les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas du tout facile d'aller vers les autres. Et puis alors oui, il y a quelque chose que je trouve très très bien et qui peut vraiment aider les gens, c'est vos petits tableaux qu'il y a dans le livre, les 3 colonnes pour y voir plus clair. Et c'est vrai que c'est important de faire la différence entre les émotions, les pensées et le comportement, par exemple. Hein. C'est essentiel. Les gens croient toujours que l'anxiété vient de situations extérieures. Ils ne se rendent pas compte que les situations ne sont que des déclencheurs, les situations de vie, un licenciement, une déception amoureuse, etc. Mais que l'anxiété va se développer quand on va interpréter ce qui nous arrive et notre réaction comme négative et qu'on va avoir aussi des comportements moins adaptés. D'ailleurs, je vous remercie à propos des tableaux d'avoir cité la scénariste Catherine Meyer et la dessinatrice Pauline Aubry parce que c'est ma première bande dessinée. Et j'avoue que le dessin donne une force au message. J'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Oui, et puis vous êtes rigolo. Hein, je vous ai reconnu. Hein, Bon, j'espère qu'on se verra la prochaine fois en studio. Écoutez, vous venez quand vous venez sur Paris, faites-moi signe. Hein, je serai toujours ravie de vous recevoir. C'est vous qui vivez à l'autre bout de la France, hein, je n'y manquerai pas. Bon, en tout cas, je l'ai dit, je la trouve franchement très pratique. Je la conseille à toutes les personnes qui veulent mieux comprendre ce de quoi on parle quand on parle d'anxiété. C'est vrai qu'on entend parfois un peu n'importe quoi sur l'anxiété. Jean-Benoît Dubontexte, c'est pour ça que je l'ai fait cette émission avec vous. Et cette bande dessinée peut vous aider. Merci beaucoup, Frédéric Fanger. Ça s'appelle Le Club des Anxieux qui se soignent. C'est aux éditions Les Arènes. Eh bien, à bientôt alors. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Alors nous allons conclure avec Emma. Alors Jean-Benoît Dubontexte, on n'a eu que des femmes aujourd'hui. Je crois qu'il y a plus de femmes anxieuses que d'hommes. Hein. Mais possible. On a bien vu que le mari de Stéphanie était anxieux. Oui, voilà. Il y a des hommes anxieux. Hein, Oui, c'est peut-être plus compliqué pour les hommes de le dire aussi. Et peut-être qu'ils sont moins en relation avec ce qu'ils ressentent souvent. Donc ils sont peut-être moins au fait de leur anxiété. Ouais. Mais en tout cas, il paraît qu'il y a plus de femmes anxieuses que d'hommes. Bonjour Emma. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, vous avez une voix d'anxieuse, c'est vrai. Oui, tout à fait. J'avoue. Écoutez, c'est déjà bien de savoir comment on est et qui on est. Hein. Voilà, écoutez, oui, effectivement, je suis une grande anxieuse depuis toujours. Bon, après, j'ai
je pense, pour avoir été un petit peu suivie, je commence un petit peu à savoir pourquoi, voilà. Mais effectivement, je suis un petit peu dans la situation du mari de la personne qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qui anticipe trop, qui, voilà, vous voyez, qui un petit peu ce que décrivait là. Et anticipe de manière toujours négative, c'est-à-dire ça va pas bien se passer, quoi. Oui, voilà, c'est en prévision du pire. C'est ça. Voilà, donc a priori ça serait le résultat d'un ce qui s'appelle un stress post-traumatique. Oui. Voilà, donc ça, maintenant je le sais, mais ça n'empêche pas que ça m'a quand même gâché toute ma vie, on va dire. J'ai à peu près presque 50 ans bientôt. Et effectivement, je suis même en situation de ne pas pouvoir travailler à cause de ça. Ah oui. Voilà, donc même voilà. Donc, oui, donc ça, c'est très handicapant. C'est très handicapant, voilà. Et après, effectivement, comme disait la dame, pour la famille aussi, mon mari, mes enfants, j'essaye de limiter, mais c'est... Voilà. donc voilà, c'est vrai qu'après, du coup, j'ai pas une vie, on va dire... même avec mon mari, voilà, je sais que tout ce qui est sur le plan rapport sexuel, etc., c'est compliqué aussi. Voilà, il y a de l'anxiété dans tout, en fait. Et comment ils réagissent, voilà, votre mari, vos enfants? Est-ce qu'ils ont des manières de faire avec vous? Disons que, en fait, je sais pas si, comme ils m'ont toujours connu comme ça, je peux pas vraiment dire. Ils s'adaptent. Mais visiblement, votre mari, ça fait longtemps, vous avez l'air de dire que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, et il accepte votre état? Oui, il accepte. Alors, il y a eu des hauts, des bas, mais effectivement, on va dire un peu comme si c'était fait une raison. Oui, non, mais attendez, vous avez certainement d'autres qualités. Il faut aussi, ne voyez pas tout en noir, même si vous êtes très anxieuse, Emma. Oui, voilà. Vous avez sans doute d'autres qualités, mais on a entendu Frédéric Fanger tout à l'heure. Ça peut quand même se soigner. Vous avez peut-être pas encore fait toutes les bonnes démarches. Vous êtes jeune encore, vous pouvez avancer aussi. Oui, j'ai quand même fait des choses qui font que ça va mieux qu'avant. Même si ça paraît encore costaud aujourd'hui, ça va beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Et notamment un petit peu par l'hypnose que je fais depuis peu de temps, mais depuis, voilà, ça déjà ça m'aide, et puis d'être suivi aussi par... Jusqu'à présent, c'était des psychiatres, parce que c'est moins cher. C'est remboursé, oui. Voilà, c'est remboursé. Et c'est vrai que, voilà, c'est... Vous prenez des médicaments? Non. J'ai pas voulu en prendre. Et voilà, c'est peut-être un peu le problème, mais effectivement, non. Non, mais peut-être que vous en avez pas besoin. C'était une question, comme vous parliez de psychiatre. Oui, j'ai lutte avec le psychiatre justement pour pas en prendre, mais c'est vrai que c'est lui qui m'a dirigée vers l'hypnose, et depuis qu'il y a des séances d'hypnose, on sent une amélioration, donc il est d'accord avec le fait qu'on essaye de partir sur cette voie. D'accord, ok. Bon, voilà. C'est prometteur. Je sais pas. Ah voilà, ça c'est une parole d'anxieux, ça. Oui. On ouvre et hop, l'anxieux referme. Voilà. Non, si c'est prometteur, si ça commence un petit peu si vous sentez qu'il y a une amélioration, c'est que ça agit quelque chose. Oui, je pense que ça agit, oui. Bon, voilà. Après, des thérapies, il y en a plein, donc il y a des choses à trouver. Si c'est pas celle-là, ça peut être autre chose. Vous savez, ce qui vous rend le plus anxieuse, ce serait quoi? En fait, je crois que depuis que mes enfants sont nés, je suis encore plus anxieuse qu'avant. Ça a rajouté par rapport à la peur pour eux, quoi. Ça rajoute. Ça, c'est assez normal. Oui, je pense que du coup, ça doit être normal, mais... Sauf que vous avez, si par hasard ils arrivent un peu en retard, tout de suite vous êtes en train d'imaginer le pire. Oui, c'est ça. Puis même par rapport à la survie, on va dire, pour gagner sa vie, le fait qu'il soit... j'ai toujours peur qu'il manque de quelque chose, qu'on puisse pas... Ça, vous n'êtes pas une mère parfaite. Pardon? Je dis, vous n'êtes pas une mère parfaite. C'est embêtant. C'est embêtant. Mais oui, ça c'est aussi un phénomène très fréquent chez les anxieux, de vouloir toujours donner plus, faire mieux. Eh oui. Mais bon, voilà, personne n'est un surhomme ou une surfemme, et donc il y a forcément des manques. Et puis c'est bien qu'il y ait des manques. Il faut pas oublier ça, surtout quand on est parent.
Évidemment, pas des manques structurels et des trucs graves, mais c'est bien aussi que les parents soient pas tout le temps là dans les situations compliquées. Il faut aussi que les enfants puissent apprendre des choses de la vie. Voler de leurs propres ailes. Voler de leurs propres ailes, s'autonomiser. Et Vous les avez surprotégés, vos enfants ? Oui, surprotégés. Oui, ça, c'est pas bien. Moi, j'ai été dans l'inverse, j'ai été plutôt abandonnée, on va dire. Donc, c'est vrai que j'ai... Mais c'est intéressant, vous voyez, Emma, parce que c'est vrai que quand on a été un peu abandonné en tant qu'enfant, on peut développer de l'anxiété, mais quand on est surprotégé, on développe aussi plus tard de l'anxiété, hein, Jean-Benoît Limontex. Oui, tout à fait, c'est vrai. J'ai une fille qui est très anxieuse, l'aînée, effectivement, qui est extrêmement anxieuse du coup. Enfin, du coup, oui. Oui. Bah oui, parce que quand on protège trop un enfant, qu'on lui dit fais attention, tu vas te faire mal, ne fais pas ça, etc., ça donne un peu l'impression que tout est dangereux. Et oui, tout est stressant. Vous comprenez ? Oui, je comprends très bien. Le problème, c'est que même même quand je le faisais, je le savais, mais je ne pouvais pas l'arrêter. Oui, c'est ça, vous ne pouvez pas vous en empêcher. Bah, oui. Bon, en même temps, c'est pas grave. Hein. Mais vous avez l'impression donc que ça va plutôt mieux ? Oui, je pense que ça va un petit peu mieux, comme s'il y avait des choses, on va dire, qui j'y mets beaucoup de moi, mais je veux dire, j'essaye de me dire, ça c'est pas grave, je force un peu dans ce sens, on va dire. Voilà. Et vous arrivez à lâcher ? Et petit à petit, oui, et effectivement aussi, comme Brigitte, ce que Brigitte disait au début de l'émission, par rapport aussi à tout ce qui tournerait autour de la spiritualité, j'ai une grande aide de ce point de vue-là aussi, qui fait que effectivement ça permet de relativiser beaucoup plus de choses. Oui, parce que finalement vous êtes en vie. La vie, Jean-Benoît le disait tout à l'heure, elle est courte et puis c'est pas toujours facile, mais d'être en vie et c'est déjà quelque chose dont il faut se dire que c'est bien. Oui, c'est ça. Vos enfants, vous avez eu des enfants qui vont bien. Malgré tout. Donc il y a quand même des choses qui sont belles. Et oui, des choses qui ont fonctionné. Oui, c'est ça. Et voilà, donc petit à petit, ces choses-là, on les voit de plus en plus et on arrive à reprendre un peu le dessus, quoi. C'est ça, c'est un peu changer de lunettes aussi, se guérir de l'anxiété. C'est drôle, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui, c'est vrai. Oui. Parce que, j'allais dire, pas de cette même manière-là, mais j'allais dire, est-ce que ça serait pas bien, Emma, que une fois toutes les heures, vous preniez 1 minute pour justement regarder le monde avec, on va dire, des lunettes roses. Oui, c'est ça, c'est vrai. Mais rien qu'1 minute par jour, je suis sûre que ça aurait un effet positif. Oui, ça donnerait en tout cas à votre cerveau l'idée que c'est possible et donc c'est reproductible. Oui, c'est vrai que parce que sinon on a vraiment comme l'effet de la tête dans le sac. Il faut se la sortir de... Oui, c'est ça. Oui, et puis puisque vous avez parlé de spiritualité, on sait que quand on est un peu dans la spiritualité, et quand on y est beaucoup de raisons de plus, notre respiration se ralentit. Et on sait que l'anxiété, ça accélère la respiration. Donc, si notre respiration, on le sait d'ailleurs quand on a le trac par exemple, et là on peut comprendre quelqu'un qui va devoir parler devant du monde et qu'il ait le trac, c'est tout à fait compréhensible. Et bien s'il fait quelques exercices de respiration, le trac diminue. Oui. Donc ça c'est des choses dont on vous a certainement, que vous avez certainement abordé si vous êtes un peu dans la spiritualité. Oui. Tout à fait. Ça, et puis aussi des exercices de pilates où ça fait aussi travailler sur le souffle. Et c'est vrai que cette partie-là aussi m'aide énormément psychologiquement. Voilà. Oui, il le disait tout à l'heure, Frédéric Fanger, le corps doit être sollicité aussi, puisque l'angoisse agit sur le corps. Il faut que vous puissiez agir sur le corps, mais dans un autre message, quoi. Donc effectivement, ça peut être du pilate, ça peut être du yoga, des choses qui calment le corps, voyez, et qui, au niveau des ressentis, soient des ressentis de sérénité, quelque chose qui lâche, qui va mieux, qui respire. Oui, parce qu'on parle toujours de l'esprit sur le corps, mais le corps agit aussi sur l'esprit. L'inverse est tout aussi valable. Et puis, il me semble, à vous écouter, Emma, qu'il y a quand même quelque chose de très positif chez vous, c'est que vous avez conscience réellement de votre anxiété et sans doute que vous la repérez un petit peu en amont, non ?
Oui, je la repère. Je sais aussi que bon, par exemple, là, quand je vous appelle, je vais parler très vite. Donc j'essaye, voilà, de contrôler un peu tout ça. Oui, effectivement, c'est sûr. Mais après, le problème, c'est que ça crée aussi de l'anxiété, le fait de toujours trop se regarder. C'est quelque chose que je faisais aussi enfant. C'est-à-dire qu'on se met tout le temps à l'extérieur et on ne participe plus au monde, on devient timide. Vous voyez, voilà. Mais bon, avec le temps, effectivement, c'est... Eh ben, il faut peut-être aussi être un peu en paix avec soi-même. Et moi, j'aime bien l'idée comme ça de se dire qu'il y a nous, puis à l'intérieur, il y a un petit diable anxieux. Et de temps en temps, il faut l'accueillir, ce petit diable anxieux, et puis dialoguer avec lui. Oui. Et puis voilà, il faut l'aimer, ce petit diable anxieux. Il faut surtout pas lutter contre lui et le rejeter. C'est ça. Oui. Plus on lutte et plus on donne de la place. N'est-ce pas? Voilà. Merci, Emma. En tout cas, merci à vous. Merci à vous. Et je pense qu'on peut être... Enfin, on sent qu'Emma a bien avancé. Oui, tout à fait. Alors là, il y a une vraie conscience et puis il y a des efforts évidents pour aller mieux. Et ça, c'est peut-être le message positif, Jean-Benoît Limontex. On peut aller mieux malgré forte anxiété. C'est pas une fatalité du tout, l'anxiété. Ça peut même se laisser sur le bord de la route parce qu'on a trouvé une manière de faire qui n'engage plus l'anxiété. On a donné en tout cas beaucoup de pistes, je crois, durant ces 2 heures. Et bien, on va se quitter serein, n'est-ce pas? Oui, nous sommes sereins. Merci beaucoup, Jean-Benoît Limontex. Je rappelle que vous êtes auteur d'un livre tout à fait intéressant, Tueur en série sur le divan, qui était sorti aux éditions En Volume. Et puis, vous avez aussi écrit sur l'addiction, bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. Demain, on abordera la ménopause. Il ne faut pas être anxieuse, mesdames. On en parlera avec Christian Jamin. Et tout de suite, c'est votre avenir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.